Public Sénat. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat. Dans un quart d'heure, à 15 h très précisément, vous allez pouvoir suivre les questions d'actualité au gouvernement. Beaucoup de sujets aujourd'hui parmi les thèmes abordés par les sénateurs, notamment 2 questions autour de l'école et des rythmes scolaires. Et c'est le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, qui répondra directement à ces interpellations des sénateurs. Une question également sur le déplacement la semaine dernière de François Hollande à Florange. C'est le sénateur François Grosdidier, sénateur UMP de Florange, qui interpellera le gouvernement, le Premier ministre, mais c'est Geneviève Ferazo qui lui répondra normalement. Une question aussi sur le travail du dimanche, autre thème d'actualité important en ce moment, et là c'est Michel Sapin, le ministre du Travail, qui sera présent. Et puis à noter également une question de la sénatrice écologiste Esther Benbassa sur le contrôle au faciès. C'est le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui sera présent pour lui répondre. Voilà, et puis après cette séance des questions d'actualité, on se retrouvera comme d'habitude sur ce plateau avec nos invités, sénateurs, ministres, pour revoir ensemble ces questions d'actualité, refaire ensemble la séance. Ensuite, à 16h30 sur notre antenne, vous pourrez suivre toujours en direct la suite de la discussion autour du projet de loi sur les métropoles, et une disposition attendue en discussion cet après-midi au Sénat, puisque les sénateurs vont aborder l'article 12 du texte autour du Grand Paris. Tam Tranui, bonjour. Bonjour Perrine. Vous êtes avec nous en direct de l'hémicycle du Sénat. Dites-nous un petit peu où on en est sur ce texte sur les métropoles et ce qu'on attend de la discussion cet après-midi à partir de 16h30 sur notre antenne autour du Grand Paris. Et donc on arrive au cœur du texte, effectivement, puisqu'en première lecture, rappelez-vous, au mois de juin, les sénateurs avaient rejeté la création du Grand Paris, là où au contraire ils avaient acté la création de la métropole du Grand Lyon ou encore celle de Marseille. Du coup, l'enjeu de cette deuxième lecture, c'est bien le sort réservé à la région capitale, un enjeu essentiel puisque c'est pas moins de 10,5 millions d'habitants, que c'est le premier bassin d'emploi européen. Alors, lors de cette deuxième lecture, les sénateurs UMP sont prêts au compromis, contrairement à ce qui avait été le cas en première lecture. Plus de rejet en bloc cette fois-ci. L'objectif, c'est bien de poser leur marque à ce texte afin qu'il ne s'agisse pas d'une métropole simplement décidée par les travaux de l'Assemblée nationale. Leurs amendements visent notamment à faire en sorte de préserver les intercommunalités, faire en sorte qu'elles ne soient pas absorbées par la future métropole du Grand Paris. Finalement, les mots les plus durs sont venus depuis 2 jours plutôt de la gauche, du front de gauche, des communistes qui ont, je cite, dénoncé le diktat de Bruxelles sur ce texte et qui craignent la mise en place d'un monstre technocratique. Merci beaucoup Tam, on vous retrouve en direct de la tribune de presse de l'hémicycle tout à l'heure à 16h30 quand on va reprendre sur notre antenne les discussions autour de ce projet de loi. Alors tout de suite sur notre plateau, Claude Dillin, sénateur socialiste de Seine-Saint-Denis, et puis Philippe Dallier qui va venir tout de suite nous rejoindre après quelques 30 secondes de maquillage. Claude Dillin, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pensez que cet après-midi un compromis politique va être trouvé ici au Sénat autour du Grand Paris? Il est fondamental pour le Sénat qu'un texte concernant la métropole du Grand Paris sorte. On ne peut pas refaire le coup de la page blanche. On a vu que c'était extrêmement difficile pour la métropole de Paris, mais c'était quand même pas glorieux pour le Sénat qui a pu légiférer sur l'ensemble du territoire, mais qui avait sauf sur la rejeté région toutes les capitale. dispositions en première lecture autour du Grand Paris. Effectivement, tout a été fait pour que effectivement on puisse avoir un texte équilibré, et j'espère effectivement, parce que je crois qu'il en va de l'avenir du Sénat, je dirais presque. Alors Philippe Dallier, les sénateurs UMP en première lecture avaient rejeté les dispositions. Il y avait une espèce d'alliance avec les communistes pour rejeter les dispositions autour du Grand Paris. Est-ce que là, vous pensez qu'un compromis politique va être trouvé en seconde lecture cet après-midi autour de cet article 12 ? Je rappellerai d'abord que si nous avons aujourd'hui en discussion un texte venu de l'Assemblée nationale qui propose, malgré tous ses défauts, on y reviendra, la possibilité de créer une véritable métropole du Grand Paris, c'est bien parce que le Sénat en première lecture avait rejeté le texte du gouvernement. Donc on a été beaucoup critiqué pour cela, mais c'est cela qui a permis effectivement qu'on ait aujourd'hui un texte qui, à mon sens, est un texte... Donc ça a servi quand même à quelque chose, ce rejet. Bien évidemment. Sinon, on serait parti sur le texte du gouvernement qui voulait une métropole de 10 millions d'habitants dans une région qui en fait 12. Donc l'enjeu aujourd'hui pour le Sénat, c'est effectivement de savoir si on rendra à nouveau une page blanche, ce que je n'imagine pas, si on ira vers
quelque chose qui n'est pas une métropole. C'est la proposition d'un certain nombre de nos collègues. Et Mais moi, quoi, je ne le alors souhaite pas. Ils proposent un simple syndicat mixte sans compétences très intégrées et surtout sans capacité, sans pouvoir de lever l'impôt. Et je pense qu'effectivement, pour ce qui est d'une métropole, il faut un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour qu'il ait des moyens, tout simplement. Manque d'ambition autour de ce Grand Paris, c'est ce que semble vous reprocher Philippe Dallier, Claude Dillin? Non, pas à vous, oui. Sur l'ancien texte, sur l'ancien texte, probablement. oui. Mais effectivement, À l'origine, vous voulez la dire. question était simple, c'est-à-dire que le texte a été rejeté. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Continuer avec ce texte ou avoir plus d'audace? Moi, j'ai fait partie des sénateurs qui ont pensé qu'il fallait avoir plus d'audace. Et effectivement, ce que le gouvernement a proposé à l'Assemblée nationale est effectivement un texte d'une métropole intégrée, qui a effectivement des recettes fiscales et qui a des pouvoirs, et en particulier en matière de logement. On ne peut pas dire que le logement va bien dans la métropole parisienne. Il va très mal, avec des conséquences humaines très graves. Donc, ne serait-ce que pour le logement, mais il y a d'autres compétences. Et là, il nous faut... Et les transports, notamment. Oui, alors ça, c'est la région. Mais il nous faut effectivement une métropole comme partout ailleurs. Il suffit de regarder ce qui se passe non seulement dans le monde, mais aussi en France, avec la métropole de Lyon, dont tout le monde dit que c'est extraordinaire. Alors, il faut que la région capitale ait aussi une vraie métropole. Je rejoins tout à fait Philippe Dallier. D'ailleurs, le Sénat, effectivement, l'a démontré. Le temps du syndicat mixte, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, est terminé. Reste qu'on est toujours un peu perdu dans ce millefeuille entre les intercommunalités qui vont peut-être disparaître au profit du Grand Paris, mais les départements, les 3 départements de la petite couronne parisienne devraient être maintenus, plus effectivement la structure ensuite régionale. Est-ce qu'il ne faudrait pas encore plus de simplification pour faire un grand pôle central en France ? C'est bien ce que j'espère, et c'est bien ce que j'avais proposé dans le rapport que j'avais rendu en 2008, qui proposait la création d'un Grand Paris, en commençant par fusionner les départements de Paris et de la Petite Couronne, et ensuite par absorber les intercommunalités qui existent dans ce périmètre. On aurait donc gardé les communes en charge de la proximité, la métropole essentiellement en charge de l'urbanisme, de la politique de la ville, du logement, et puis la région au-dessus. Et je pense que de toutes les manières, on va vers ce modèle objectif 2020, 2025 peut-être, mais on va vers ce modèle, et c'est pourquoi il faut qu'on adopte le texte qui nous est présenté ici, en tous les cas l'article 12, même modifié, il faut qu'on l'adopte parce que ça va dans la bonne direction. C'est pas le texte que j'aurais écrit, mais en tous les cas ça va dans la bonne direction, et c'est ce pourquoi je vais me battre cet après-midi. Et vous êtes d'accord tous les deux pour la disparition des strates intercommunales ? Bien évidemment, parce qu'on ne peut pas continuer... Tous ne sont pas d'accord ici au Sénat. Tous, non, mais je pense qu'avec Claude Dillin, on partage le même avis. On ne peut pas continuer à empiler des couches. On aurait les communes, les intercommunalités, les départements, la métropole, la région, l'État, l'Europe, 7 couches. On nous dit qu'il faut être plus efficace et que les Français n'en peuvent plus des impôts qui pèsent sur eux. Alors et ça surtout, n'est ils sont certainement paumés, pas ils sont comme paumés ça. avec Et ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien du tout. Ouais. Claude Dillin. Oui, d'abord, un des mérites de ce texte, c'est qu'effectivement, il ne rajoute pas une couche supplémentaire au millefeuille, ce qui effectivement est très bien. Sur le problème des départements, moi je pense qu'effectivement, à terme, il faudra une suppression des départements. Non pas une fusion, ce qui peut-être me sépare un petit peu de Philippe Dallier, mais ça, il va falloir une voir si les suppression. Hauts-de-Seine ont envie de fusionner avec la Seine-Saint-Denis. Oui, probablement non, mais la Seine-Saint-Denis, oui, par contre. La Oui, dans l'autre sens, ça marchera certainement. C'est très rare qu'un président de conseil général dise « j'en ai assez des départements ». C'est quand même très rare, donc ça veut dire que la situation est grave. Simplement, nous, on a fait la démarche, effectivement, inverse, la démarche intellectuelle et opérationnelle, inverse de Philippe Dallier, parce que notre préoccupation, notre priorité, c'était une métropole. Donc on s'est concentré sur les compétences métropolitaines. Or, les compétences des départements, qui sont en gros l'aide sociale, ne sont pas d'ordre métropolitain. Donc nous avons pensé que ce problème devait être remis à plus tard, parce que il ne concernait pas l'urgence de créer une métropole. Mais je partage l'avis de Philippe Dallier. Je pense qu'à un moment ou à un autre, et dans des laps de temps qu'il dit, je crois que ce qui paraissent raisonnable, il faudra se poser la question soit de la fusion, soit de la disparition des départements. Ouais, vous y croyez, une fusion possible de ces 3 départements, la petite couronne parisienne? Quand je disais fusion, c'est pour les faire disparaître au sein de la métropole. On est bien d'accord. Le but, c'est qu'il n'y ait plus que les communes de la petite couronne et Paris, et au-dessus la métropole. Je pense que c'est ça l'objectif qu'il faut atteindre. Alors, et on y va. Pourquoi ne pas le faire dès ce texte, dès aujourd'hui? Écoutez, parce que c'est déjà une sacrée affaire de faire adopter un texte en ce sens, qui trop embrasse mal étreint. On verra cet après-midi que ça sera, à mon avis, assez difficile. Donc, on peut y aller en 2 étapes. Mais le tout, c'est de ne pas remettre ça au calendrier grec. Il faut effectivement qu'on puisse, d'ici 2020, avoir réalisé cette grande métropole qui absorbera les départements de la petite couronne. Et puis il y a des problèmes techniques quand même. Il y a des personnels.
c'est facile d'un trait de plume sur le papier de rayer, mais après, plutôt, oui. de rayer les départements, oui. Mais après, il faut, comme les intercommunalités, on n'a pas encore tout réglé. Heureusement, il y a une mission de préfiguration parce que rien que supprimer les EPCI, les établissements publics, c'est déjà extrêmement compliqué. Ça soulève un certain nombre de problèmes techniques, donc à chaque jour suffit sa peine. Si effectivement ce soir, je rejoins une fois de plus, ça devient grave, Philippe Dallier. Pour qui bon, 50-50. Donc si ce soir on arrive avec un texte qui affirme l'absolue nécessité d'un seul établissement public à fiscalité propre, eh bien je crois qu'on aura fait notre travail. Après on verra, il y a encore d'autres lectures, il y a la mission de préfiguration, et puis dans un troisième temps, quatrième temps, on verra les départements. Avec une entrée en vigueur, a priori en 2016, début 2016, est-ce que ça c'est jouable ? Oui, je pense que c'est jouable, même si effectivement les difficultés à surmonter seront nombreuses, parce que le texte que nous allons discuter renvoie également à des ordonnances, parce qu'il faudra régler un certain nombre de choses, notamment en matière fiscale. Tout ça est très compliqué, mais il faut bien se fixer des objectifs, et des objectifs de moyen terme. Il faut bien se rendre compte que Paris, au sens large du Grand Paris, c'est la dernière métropole de France à s'organiser. On a créé les communautés urbaines il y a 40 ans, ailleurs, à Lyon, à Lille, etc. On n'a rien fait ici, on a toujours renvoyé à plus tard, justement parce que c'était difficile. Donc maintenant, je ne dis pas... Pour quelle raison ? Parce que Paris est unique ? Parce que Paris, c'est la capitale de la France, parce qu'à Paris, vous avez énormément d'élus très importants qui ont du pouvoir et qui parfois n'ont pas envie de lâcher une partie de leur pouvoir. Tout ça, ce sont des réactions humaines. Mais ce qui est en jeu aujourd'hui, ça n'est pas seulement la question de la région Île-de-France ou de la métropole. Faire le Grand Paris, c'est de l'intérêt national. Il faut que Paris, notre ville-monde, puisse rivaliser avec le Grand Londres, avec toutes ces grandes métropoles. Il faut aussi penser à cela. C'est une question pour les habitants de cette métropole, mais c'est aussi une question d'intérêt national. Vous avez parlé de fiscalité à l'instant. Est-ce que vous pensez que les ressources qui sont prévues par le projet de loi sont pour l'instant suffisantes pour la naissance et la mise en œuvre de ce Grand Paris ? Oui, je voudrais d'abord dire que effectivement l'intérêt de créer une métropole, effectivement le rayonnement de la métropole, mais moi je fais partie des gens qui pensent qu'il ne peut pas y avoir de rayonnement si il y a dans ce territoire des inégalités territoriales aussi graves. Donc il faut que l'outil de gouvernance que nous allons créer soit également en capacité de régler ces graves inégalités territoriales. Un champion d'Europe des inégalités territoriales ici. Donc, et ça, on ne peut pas rayonner. C'est une espèce de boulet que traîne la capitale. Donc effectivement, le fait d'avoir une fiscalité commune, et en gros de mettre un certain nombre de recettes dans le même pot et après de le redistribuer, alors le redistribuer, ça c'est un acte politique, mais au moins avec cette métropole, on a les moyens techniques de faire de la solidarité. Après, on la fera ou on la fera pas, selon les politiques, ça c'est la démocratie, mais jusqu'à présent, effectivement, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis n'avaient rien en commun en termes de fiscalité. Là, au moins, on l'a. Oui, qu'est-ce qui poussera Puteaux ou Nanterre à redistribuer leur fiscalité issue du quartier d'affaires de la Défense vers la Seine-Saint-Denis ? Écoutez, lorsque l'on aura une métropole avec des élus, alors soit représentant les communes, c'est la première étape, soit peut-être après, issus du suffrage universel direct, avec un choix des électeurs, eh bien les orientations politiques pourront être différentes. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, cette métropole, elle va bénéficier de tout l'impôt économique collecté dans son périmètre, et c'est bien ça le plus important. Très bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Je vous laisse rejoindre l'hémicycle du Sénat puisque dans quelques secondes, peut-être une minute ou deux, vont débuter maintenant les questions d'actualité au gouvernement. Allez-y, je vous libère. Merci. Des questions d'actualité beaucoup tournées autour de l'école. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 questions autour de la refondation de l'école, des nouveaux rythmes scolaires. Ces 2 questions adressées au ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, qui sera là dans l'hémicycle pour répondre aux sénateurs. Manuel Valls également sera présent, notamment pour répondre à une question de la sénatrice écologiste Esther Benbassa sur le contrôle au faciès. Christiane Taubira, la garde des Sceaux, répondra à la première question autour de l'aide juridictionnelle. Et puis parmi les thèmes d'actualité importants en ce moment, il y aura une question sur le travail le dimanche. Et ça, c'est Michel Sapin, le ministre du Travail, qui sera présent cet après-midi au Sénat pour répondre à cette
Question de la sénatrice communiste Annie David. Enfin, les chiffres du chômage avec l'erreur commise par SFR la semaine dernière. Eh bien, une question va être posée par le nouveau sénateur UMP Jean-François Husson. Là encore, c'est Michel Sapin, le ministre du Travail, qui sera présent pour lui répondre. Voilà, ces questions d'actualité commencent. Donc, je vous laisse les suivre en direct. On se retrouve ensuite ici pour refaire ensemble la séance avec nos invités, des sénateurs, des ministres. À tout à l'heure. La question, ainsi que le ou la ministre pour sa réponse, dispose de 2 minutes 30. La parole est à monsieur Stéphane Mazard pour le groupe RDSE. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la ministre, la réalité d'un État de droit se mesure au degré de libre accès à la justice de ses citoyens, et notamment des plus démunis d'entre eux. Avec les membres de mon groupe, nous n'avons cessé de dénoncer la situation désastreuse de l'aide juridictionnelle, victime d'un sous-financement chronique. Nous avons combattu, en 2011, la création de la contribution pour l'aide juridique de 35 €, qui touche l'immense majorité des justiciables et restreint d'autant leur accès à la justice. Madame la garde des Sceaux, vous aviez annoncé, peu de temps après votre prise de fonction, votre souhait d'abroger cette contribution et de trouver des modes de financement pérennes et justes pour l'aide juridictionnelle. Mais malheureusement, les derniers arbitrages du gouvernement ne vont pas dans ce sens et nous inquiètent. Il ressort en effet du projet de loi de finances pour 2014 que la suppression de cette contribution d'un rendement de 60 millions d'euros s'accompagnerait d'une économie supplémentaire de 32 millions d'euros sur le budget de l'accès au droit, dont 15 millions d'euros ponctionnés sur les avocats au travers d'une diminution pouvant aller jusqu'à près de 12% de leur unité de valeur. Ce projet a déjà été rejeté par le Conseil national de l'aide juridique et par le Conseil national des barreaux, de même qu'il suscite de fortes réserves de la part de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et j'ajoute qu'une grève des audiences aura lieu demain dans nombre de départements. Si en outre, la chancellerie persistait dans l'idée d'une taxation sur le chiffre d'affaires de ceux qui assument le poids réel de l'aide juridictionnelle, vous généreriez alors, face à une injustice inacceptable, des réactions légitimes encore plus fortes. L'enjeu dépasse de très loin les seuls professionnels du droit. L'enjeu, et vous le savez, Madame la Ministre, c'est l'accès de la justice pour tous et le droit élémentaire de tout citoyen d'être tout simplement défendu. J'ajoute qu'actuellement, cette question de l'aide juridictionnelle fait l'objet de nombreuses réflexions. Je pense par exemple aux travaux de nos collègues sénateurs Sophie Joissains et Jacques Mézard. Alors pourquoi ne pas attendre leurs conclusions? Mais surtout, Madame la Ministre, mesurez-vous bien les conséquences d'une telle décision? Pouvez-vous nous rassurer sur vos intentions de permettre à la justice d'être accessible à tous? S'agit-il encore, Madame la Ministre, de l'une des priorités du gouvernement? Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Mazard, je connais l'engagement de votre groupe parlementaire sur cette question depuis de nombreuses années. Cela donne d'autant plus de poids à votre question. L'aide juridictionnelle relève d'une politique de l'État, une politique publique qui consiste à garantir aux plus démunis l'accès aux juges et l'accès à l'avocat. Vous savez que cette aide juridictionnelle concerne les justiciables qui en bénéficient, les juridictions qui la gèrent et les avocats qui accomplissent en réalité une mission de service public et qui sont rémunérés pour cette mission, j'en conviens, absolument pas à la hauteur de la qualité de la mission assurée. Pour ce qui concerne les justiciables, nous devons veiller aux intérêts de chacune de ces trois parties. Pour ce qui concerne les justiciables, je me suis engagée effectivement l'année dernière à supprimer le timbre de 35 € qui entravait pour les plus démunis l'accès aux juges. Et cette parole est tenue puisque le gouvernement s'y était engagé lui-même, c'est un engagement du président de la République, et le gouvernement a donc abondé le budget du ministère de la Justice des 60 millions d'euros qui permettent en compensation d'abroger ce timbre de 35 €, puisque ce timbre rapportait à l'aide juridictionnelle 55 millions d'euros. Le gouvernement abonde de 60 millions d'euros, ce qui veut dire que le justiciable n'a plus d'entrave dans l'accès aux juges. Mais il n'a pas d'entrave à l'accès à l'avocat parce que nous n'avons modifié aucun critère d'accès, ni le plafond de ressources, ni les procédures. Cependant, effectivement, la démodulation de l'unité de valeur, qui est une égalisation de cette unité de valeur sur l'ensemble du territoire, pénalise certains barreaux.
La question de fond est celle de la pérennisation de l'aide juridictionnelle. Et depuis plusieurs mois, j'ai travaillé avec la profession, nous avons essayé de trouver les moyens, les ressources nécessaires pour consolider et pérenniser cette aide juridictionnelle. Ce qui se passe aujourd'hui concerne la rémunération des avocats. Cette rémunération n'a pas augmenté depuis plusieurs années, mais je vous rappelle néanmoins que l'année dernière, ce gouvernement avait augmenté de 16% l'enveloppe de l'aide juridictionnelle. Nous allons construire une aide juridictionnelle durable avec la profession. Nous allons le faire parce que la profession manifeste son désir de travailler à construire ce dispositif durable, parce que c'est une condition pour assurer l'accès à la justice. Aujourd'hui, nous avons des contentieux de masse qui concernent les plus démunis, qui ne sont pas couverts par l'aide juridictionnelle. Nous voulons mettre un terme à cette injustice et nous allons le faire avec la profession, avec l'aide de vos travaux, parce qu'évidemment, le rapport Mézard-Joassains va apporter des éléments de réflexion qui vont s'ajouter au rapport de l'inspection générale que j'ai chargé d'évaluer cette politique publique. Merci. La parole à Monsieur Alain Milon pour le groupe UMP. Oui, Monsieur le Président, merci. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre chargée de la Famille. La loi, Madame la ministre, assure au Comité consultatif national d'éthique, créé en 1983, une pluridisciplinarité et un pluralisme qui permet de croiser les regards et les opinions sur chaque question, nous renseigne le site de cette instance, précisant que parmi les 39 membres nommés pour 4 ans, 5 l'étaient en raison de leur appartenance aux principales familles philosophiques et spirituelles. Ne dépendant d'aucune autorité de tutelle, situation rarissime, le CCNE rend ses avis en totale indépendance. Comment y croire encore après le renouvellement quelque peu précipité de ses membres? À l'approche des États généraux de la bioéthique organisés par le CCNE, à la veille d'importants débats parlementaires susceptibles de modifier la législation en vigueur en matière de PMA, en matière de fin de vie, le président de la République, en charge de nommer les représentants des courants de pensée au sein de ce CCNE, a décidé que les représentants officiels des religions concernées seront remplacés par des laïcs appartenant à la religion considérée. Une telle exclusion, dans son principe, est choquante à divers titres. Elle modifie le fondement de la composition du Comité national d'éthique concernant les représentants des principales familles de pensée dans notre pays et porte atteinte au pluralisme de ses membres, institué par un décret du président de la République, François Mitterrand, en 1983, et confirmé dès la première loi de bioéthique en 1994. Elle laisse supposer un nouveau concept de la laïcité qui, au lieu d'intégrer les courants religieux à travers leurs représentants hiérarchiques, les rejette de la plus haute instance éthique nationale, dont on sait que ses avis se limitent à n'être que consultatifs. Elle laisse interpréter la volonté d'une instrumentalisation politique du CCNE qui pourrait perdre ainsi toute ou partie de son indépendance et, par voie de conséquence, sa crédibilité auprès des scientifiques et plus largement auprès de notre société. Elle fait voler en éclats le modèle du Comité national d'éthique français, le premier du genre, qui a été repris par une trentaine de pays, ce qui ne peut que ternir son image pérennisée depuis 30 ans. N'est-ce pas, Madame la Ministre, jouer avec la loi, la biaiser que d'agir ainsi? Vous qui êtes les turiféraires autoprogrammés de la diversité, en voilà une que vous n'acceptez pas, au nom d'un laïcisme absolu, certainement. S'il vous plaît, la question, mon cher collègue. Très ouvert, vous le savez tous, sur les grands sujets sociétaux dont nous avons et aurons à débattre dans notre pays, dans cet hémicycle même, je ne peux cependant accepter ce qui peut apparaître n'être qu'une manipulation pour imposer sans partage. Merci. L'expliquez-vous autrement? Merci. La parole à Madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, je suis un petit peu étonnée quand on connaît vos positions, le ton que vous avez utilisé pour poser cette question sur le comité consultatif. Mais
je tiens à rappeler, et vous-même, vous en conviendrez, nous serons d'accord, vous l'avez dit, le comité consultatif national d'éthique a été constitué en 1983, et vous avez raison de vous féliciter que la France ait été le premier pays à créer un comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Je vous rappelle que les règles de composition ont très peu changé depuis 1983, qu'elles ont évolué par la loi du 6 août 2004 votée sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, et que l'article R 1412-3 du Code de la santé publique dispose que le comité est renouvelé par moitié tous les 2 ans. Je rappelle aussi que le président de la République nomme le président du CCNE pour une période de 2 ans renouvelable. Oui, mais c'est important de rappeler les choses, car je vais vous démontrer dans un instant qu'il n'y a aucune façon de contrevenir à des règles qui sont édictées et que nous respectons. Je tiens à dire, et vous l'avez dit très clairement, que parmi les 39 membres, 5 appartiennent aux principales familles philosophiques et spirituelles et sont nommés par le président de la République. Tel est le contenu de la loi. Le gouvernement a agi donc en conformité avec ces règles. Dès 1983, les textes prévoient que le président nomme des personnalités appartenant, et je recite, aux principales familles philosophiques et spirituelles, et que le président actuel du CCNE, le professeur Amaisen, dit lui-même que l'histoire du CCNE n'a pas toujours compté de religieux en son sein et qu'il y a eu des phases différentes en la matière. Donc, on peut considérer que la nomination de ces 5 personnalités constitue un retour à l'esprit même du comité tel qu'il a été créé en 1983, c'est-à-dire avoir vocation à ouvrir ses portes aux différents courants de pensée philosophique et religieux, mais portés effectivement par des personnalités laïques. Enfin, pour conclure, je voudrais juste vous dire comment contester la compétence et l'indépendance d'esprit de Madame Carbonnier-Burkhardt, historienne et maître de conférences honoraire de l'histoire du christianisme. Madame la ministre. Comment contester, je finis juste là-dessus, la personnalité de Lionel Nakache ou de Frédéric Worms. Ayez donc confiance au libre arbitre de chacun. La parole est à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Vous avez engagé une réforme des rythmes scolaires dont le principe n'a jamais été remis en cause, mais qui nécessitait une préparation suffisante et approfondie. Malheureusement, un mois après la rentrée des classes, la plus grande confusion règne. Les élus locaux font beaucoup d'efforts dans l'intérêt de nos enfants, mais nombreux sont ceux qui ne voient toujours pas de réponse concrète et pertinente aux carences de cette réforme. Interpellés tous les jours, nous ne pouvons qu'être inquiets. Je vous avais pourtant alerté dès le 25 janvier, lors d'une même séance de questions, contre un passage en force qui risquait d'être contre-productif. Je vous avais engagé à dialoguer avec tous les partenaires de l'école et d'abord avec les élus locaux. À l'UDI, nous considérons que ce sujet est trop important pour être instrumentalisé. L'enjeu est notre capacité à nous réformer. Encore faut-il que ce ne soit pas fait dans la précipitation et l'impréparation. C'est pourquoi je vous demande, Monsieur le Ministre, de faire de l'année scolaire 2013-2014 une année pleine et entière d'expérimentation, ce qui permettrait d'intégrer les retours d'expérience de façon à appliquer à la rentrée scolaire 2015 une réforme largement améliorée à tout point de vue. Nous avions formulé cette demande lors du projet de loi de refondation de l'école avec ma collègue Françoise Férat. Mes chers collègues, tous les jours nous sommes pris à témoin par les élus de nos départements. De mon côté, j'ai recueilli de nombreux témoignages de bon sens. Pourquoi ne pas lancer une consultation pour recueillir le point de vue de chacun? Les sénateurs UDI-UC souhaitent que son résultat fasse l'objet d'un moment d'échange lors du prochain congrès de l'AMF. Monsieur le ministre, vraiment, vous ne réussirez pas cette réforme sans y associer profondément les élus. Êtes-vous prêt à attendre leur voix? Êtes-vous prêt à engager une concertation prolongée et un travail approfondi avec les collectivités locales? Du coup, êtes-vous d'accord pour surseoir à la date du 30 novembre afin de laisser le temps aux élus de s'organiser? Ils doivent rendre leur copie, en tout cas ceux qui n'ont pas encore appliqué la réforme. Je vous en prie, écoutez-les.
Merci. Pour vous répondre, Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, j'ai toujours un grand plaisir à vous écouter, donc ne vous inquiétez pas. La concertation, elle a commencé en 2010, car les expérimentations dont vous parlez, vous les avez expérimentées, elles ont été hasardeuses, elles sont évaluées. La suppression de 60 000 postes, la suppression de la formation des enseignants. Je viens de Caen où nous avons ouvert la première école supérieure du professorat et de l'éducation, et l'instauration de la semaine de 4 jours, enlever 2 heures de cours à tous les enfants du primaire de France, ça a été votre expérimentation. Au point que, un an après cette sottise, le Premier ministre Xavier Darcos de l'Éducation nationale, avant Châtel, a reconnu lui-même qu'il fallait revenir sur cette erreur. Vous avez alors, dès 2010, commencé une concertation. Les groupes ont été consultés. L'Académie de médecine s'est exprimée. Une conférence nationale dans laquelle le Parlement a à nouveau été consulté a eu lieu en 2011 sous la responsabilité de M. Châtel. Et les conclusions ont été, à l'unanimité, il faut revenir à la semaine de 4 jours et demi. Est-ce que toutes ces concertations doivent rester dans un tiroir, ou est-ce qu'à un moment, 4 concertations doivent se traduire dans une action lorsqu'il s'agit de l'intérêt des élèves de ce pays? Cette réforme que nous faisons, c'est pour réparer ce que vous avez défait et c'est pour faire ce que vous n'avez pas eu le courage de faire. La concertation que vous demandez, mais enfin, elle a lieu depuis 1 an et demi que nous sommes là. Le temps que vous souhaitez, il vous a été accordé par le président de la République. Personne n'était obligé de passer en 2013. Le temps que vous demandez jusqu'à fin novembre, il est évidemment accepté. Donc, une fois de plus, vous jouez sur les peurs. Vous ne jouez pas sur la précision. Vous ne dites pas la réalité des choses. Parce qu'au fond du fond, vous ne voulez pas de cette réforme. Pas plus que vous ne vouliez de la formation des enseignants. Pas plus que vous voulez faire de l'école une priorité. Nous, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les enfants de France aient un meilleur temps scolaire pour apprendre à lire, écrire, compter. C'est le mercredi matin et c'est offert à tous les enfants. C'est qu'ils aient un meilleur temps péri-éducatif et plus de justice. C'est ce que nous faisons par l'organisation des temps périscolaires. Tout cela se fait dans la concertation sur le terrain, puisque ce sont des projets éducatifs de territoire qui doivent être construits. Alors, Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas dire le contraire de ce qui se passe. La concertation est engagée. Là où cela réussit dans l'immense majorité des cas, c'est précisément parce que la concertation a eu lieu. Mais nous avons noté que certains ne veulent pas se concerter. C'est vous, votre mauvaise volonté est visible, elle pénalise des enfants. Et j'ai même vu le président d'un parti politique, l'UMP, vouloir faire des orphelins de 15h30 en ne respectant pas les règles de la République. Merci. La parole est à Madame Françoise Cartron pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, ma question s'adresse à mon tour à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. La réforme des rythmes scolaires occupe l'actualité de ces derniers jours avec ses excès, ses approximations et ses contre-vérités. Par opportunisme politique, l'opposition est vent debout contre une réforme qu'elle appelait hier de ses vœux. Rappelons-nous, en 2011, la consultation initiée par M. Châtel, alors ministre de l'Éducation nationale, concluait à l'unanimité « il faut changer les rythmes », c'est-à-dire alléger les temps de l'enfant et rapidement. Parce que les rythmes d'apprentissage dans notre pays sont insoutenables. Journée la plus longue, année la plus courte. 2 anomalies préjudiciables en premier lieu pour les enfants les plus fragiles. Vous avez à votre tour, Monsieur le ministre, lancé une nouvelle consultation parvenant aux mêmes conclusions, approuvée par tous les participants. Le consensus est là. Je rappelle qu'en plus de mieux répartir le temps scolaire, cette réforme permet d'offrir à tous les élèves un accès élargi aux activités périscolaires, les disparités sociales en la matière étant à ce jour criantes. Alors,
que plus d'une commune sur 5 met en œuvre la réforme depuis la rentrée, il me paraît utile de rappeler que pour la majorité d'entre elles, cela se passe bien. Vous avez d'ailleurs pu le constater sur le terrain, Monsieur le ministre. Toutefois, et cela a toujours été dit, cette réforme est difficile parce qu'elle induit une évolution des pratiques, de la pédagogie, des relations de l'école avec les autres acteurs éducatifs. Il est vrai néanmoins qu'aujourd'hui, un certain nombre d'interrogations existent, des questionnements légitimes avec des réponses qui, ici ou là, ont pu manquer de clarté ou favoriser le doute. C'est pourquoi j'ai souhaité vous interroger, Monsieur le ministre, quant à la mise en place des rythmes à la rentrée 2014. Premièrement, quelle date limite fixez-vous aux communes afin qu'elles rendent leur copie au DAZEN dans les projets éducatifs territoriaux? Afin de rassurer les maires, pourriez-vous rappeler à quel financement ils peuvent prétendre et confirmer que l'engagement de la CAF ne se substitue pas au fonds d'amorçage? Enfin, pour les communes qui appliquent déjà les nouveaux rythmes, la question se pose. Cette réforme nécessite un effort financier des collectivités. Je le crois, un accompagnement pérennisé sur 2014 pourrait apparaître comme un encouragement. Et je le dis à Madame Morin-Desailly, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Merci. Monsieur le ministre, plus brièvement si possible. D'abord, vous avez raison de rappeler, Madame la sénatrice, l'essentiel, c'est-à-dire quand même le meilleur temps scolaire qu'on doit offrir aux enfants, et souvent il est perdu de vue parce qu'il n'est pas la première préoccupation. Il est meilleur pour apprendre à lire, écrire, compter de le faire à 9h30 le matin qu'à 16h15 le reste de la semaine. Et dans le déclin scolaire des enfants, cette question est centrale. Elle a été soulevée d'ailleurs par tous les spécialistes et même les parlementaires depuis des années. Deuxième temps, dans les accueils périscolaires, il n'y a que 20% des enfants qui sont accueillis aujourd'hui en France, avec des inégalités allant de 1 à 10, et ce temps périscolaire est toujours payant. La Caisse d'allocation familiale a modifié sa convention d'objectifs pour permettre qu'il soit aujourd'hui gratuit, et le Président de la République a accordé un fonds qui permet de subventionner les collectivités locales de telle sorte qu'elles puissent rendre ces activités gratuites. Cela permettra de faire que ce ne soit plus 20% des enfants, mais 80% des enfants qui en profitent. C'est donc une bonne réforme scolaire, c'est une bonne réforme éducative et c'est en plus une réforme de justice. C'est peut-être pour cela que la droite ne la soutient pas comme elle le devrait. Madame, sur les 3 questions que vous avez posées, les réponses sont très nettement les suivantes et ça permettra de corriger toutes les approximations qui ont pu être faites. D'une part, les 54 € de la CNAF, pérennisés déjà pour 3 ans, ne se substituent en rien aux 50 € et aux 40 € du fonds d'amorçage dont nous aurons à voir dans une discussion avec l'Association des maires de France et les élus locaux la pérennisation pour les temps à venir. Et donc c'est bien 140 ou 145 € pour les collectivités éligibles à la DSU ou à la DSR, comme mot de Jean-François Copé, qui était disponible par enfant cette année, c'est-à-dire l'estimation exacte faite par le président de l'AMF lui-même. Deuxièmement, Madame la sénatrice, je ne sais pas quelle rumeur une nouvelle fois court, mais c'est le rôle de l'école de remplacer l'opinion par le savoir. J'ai donné instruction au DAZEN, qu'il n'y ait pas de temps limitatif pour les communes qui doivent rendre leurs projets de territoire. Et on verra bien alors quelle est la bonne volonté de ceux qui, de mois en mois, après, d'année en année, repoussent en permanence l'intérêt des enfants. Mais je le dis nettement, ce que nous voulons, c'est la concertation. Nous sommes aux côtés des élus, nous les accompagnons et il n'y a aucune date impérative pour remettre ces projets. Simplement, si on veut que les familles aient les informations, que les présidents de conseils généraux puissent organiser les transports, il y a 3 mois de consultation officielle et je crois qu'il serait préférable de commencer le plus tôt possible et c'est ce que je demande aux élus. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez épuisé votre temps. Troisièmement, sur les financements pour l'année 2014, il est bien entendu que nous continuons la discussion et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Très bien, merci. La parole à Madame Esther Benbassa pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre,
Le tribunal de grande instance de Paris a rendu hier sa décision dans l'affaire opposant à l'État et au ministère de l'Intérieur 13 plaignants dénonçant des contrôles de police au faciès. Ils ont été déboutés. Il ne nous appartient bien sûr pas de commenter une décision de justice. Cela nous oblige-t-il pour autant à garder ici le silence? Car ce qui est en cause en l'occurrence est bien l'article 78-2 du Code de procédure pénale, un article qui, en l'état, rend possible le contrôle au faciès. Vous déclariez il y a peu que, je vous cite, « le contrôle au faciès doit cesser, c'est du racisme ». Et force est de reconnaître que vous n'en êtes pas resté au stade des promesses. Le code de déontologie de la police a été modifié pour interdire, par exemple, le tutoiement. De même, toute personne s'estimant victime d'un comportement susceptible de mettre en cause des agents affectés dans un service de la police nationale peut désormais le faire directement savoir en ligne à l'inspection générale de la police nationale. Ces mesures sont loin d'être vaines. Reste que la décision rendue hier nous rappelle qu'il est temps pour nous, législateurs, d'amender la loi. Vous le savez, Monsieur le ministre, je milite pour la délivrance de récépissés lors des contrôles d'identité. J'ai déposé au nom du groupe écologiste une PPL à cette fin il y a 2 ans. Le défenseur des droits, dans son rapport sur la question, le préconise également. Nos syndicats de police s'y opposent, redoutant qu'une telle mesure bride leur liberté d'action. Les polices d'autres pays pourtant l'appliquent avec des résultats positifs. Pourquoi ne pas tenter une expérimentation dans des localités volontaires pour en tester l'efficacité? À vrai dire, toute mesure concrète susceptible d'aider à limiter la multiplication des contrôles inutiles serait la bienvenue. Port du matricule, mini-caméra portable, formation de la police. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, quel calendrier vous envisagez pour la mise en place, au moins, de telles mesures, même si le récépissé paraît à beaucoup, et notamment aux personnes contrôlées abusivement, comme le plus sûr moyen d'atteindre notre objectif. Merci. Merci. Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, la relation entre les forces de l'ordre et les citoyens, elle doit reposer évidemment sur de la confiance, sur de la considération, sur des respects. Moi, je veux rendre hommage, bien sûr, au travail des forces de l'ordre, policiers et gendarmes, qui accomplissent leur mission souvent dans des conditions difficiles. Et je constate d'ailleurs, contrairement à ce que l'on dit souvent, que nos concitoyens soutiennent de manière très importante, massive même, ces deux institutions. Pour autant, il faut retrouver aussi, au moins dans un certain nombre de territoires, de quartiers, les conditions de cette confiance. Nous n'avons pas fait le choix du récépissé, vous avez raison, il y a des expérimentations à l'étranger, mais nous avons considéré qu'elle n'était pas suffisamment efficace et qu'elle pourrait aussi être considérée par les forces de l'ordre comme un élément de défiance. Mais nous avons décidé surtout d'engager des chantiers très importants, vous l'avez dit, la refonte du code de déontologie, cela n'avait pas été fait depuis 1986, qui est désormais commun à la police et à la gendarmerie. Dans ce code de déontologie, il y a une grande partie qui est consacrée au contrôle d'identité et aux palpations sur les recommandations du défenseur des droits. Le code est en train d'être examiné par le Conseil d'État. Il pourra être mis, je l'espère, très vite en œuvre. Un numéro d'identification, le matricule sur les uniformes et les brassards des policiers et des gendarmes sera appliqué à partir de la fin de l'année. Les marchés d'habillement sont en cours. Et puis, très important, nous avons procédé à une réforme très importante de l'inspection générale de la police nationale, en fondant l'IGPN avec l'inspection générale des services de la préfecture de police de Paris, avec une plateforme Internet qui permet, depuis le début du mois de septembre, à tous les citoyens, avec un certain nombre de règles qui encadrent bien sûr cette procédure, de saisir la police des polices s'il y avait les problèmes que vous évoquez et qui existent bien évidemment. Voilà, pour le reste, c'est la loi.
c'est la loi qui s'applique. S'il y a des discriminations, du racisme, des contrôles qui ne se font pas dans le cadre légal, l'IGPN, la loi sont là pour sanctionner ceux qui ne respecteraient pas les règles de la République. Moi, je pense que c'est le rôle du gouvernement, de la représentation parlementaire, bien sûr, c'est de faire confiance aux forces de l'ordre, qui sont parmi les institutions les plus contrôlées, les plus surveillées de notre pays. Elles agissent encore une fois dans des conditions difficiles. Elles doivent construire en permanence cette relation de confiance avec la population. Et dans le cadre des zones de sécurité prioritaires, avec mon collègue François Lamy, nous avons considéré que c'était une priorité, la relation avec la population. Comme cela se fait souvent, les policiers et les gendarmes doivent aller devant la population. C'est comme ça que nous construirons cette relation de confiance et que nous apporterons aussi notre soutien aux forces de l'ordre. Merci. La parole est à Madame la Présidente Annie David pour le groupe communiste républicain et citoyen. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Il aura suffi qu'une grande enseigne de distribution obtienne la condamnation d'une entreprise concurrente qui ouvrait le dimanche en toute illégalité, faut-il le rappeler, pour que votre gouvernement décide d'organiser un comité interministériel sur la question du travail dominical et que, dans la foulée, vous chargiez d'une mission un ancien grand patron connu à plusieurs titres et notamment pour avoir déjà participé à l'élaboration d'un rapport du Conseil économique et social, le rapport Salto, dont d'ailleurs s'est inspiré le député Mallier pour multiplier les dérogations au repos dominical dans la loi que nous avons ensemble, à gauche, ici au Sénat, combattue. Comme vous, je suis avec mes collègues du groupe communiste républicain et citoyen attentive à la situation des salariés qui travaillent aujourd'hui le dimanche. Comme vous, je ne peux me réjouir que des salariés, parce que leurs salaires sont trop bas ou qu'ils travaillent dans la précarité, soient contraints pour subvenir aux besoins de leur famille de travailler le dimanche, au risque même de fragiliser ces liens familiaux, mais aussi amicaux ou encore associatifs. Comme vous aussi, je ne peux me résoudre à ce que l'on accepte que des étudiants soient contraints de travailler le week-end et parfois les soirs pour financer leurs études, souvent au détriment de leur réussite. Il y a là d'ailleurs, mes chers collègues, une inégalité d'accès au savoir qui est intolérable. Comme vous, je l'espère, je suis convaincue que le travail du dimanche n'est ni la solution à la faiblesse des salaires, ni à la détresse des milliers d'étudiantes et étudiants qui revendiquent depuis des années, et nous y sommes favorables, une allocation d'études leur permettant d'être autonomes et d'étudier sereinement. D'ailleurs, une majorité de gauche au Sénat a, en 2011, adopté la proposition de loi que j'ai déposée pour renforcer le droit au repos dominical, convaincue que nos concitoyennes et concitoyens ont besoin de disposer de temps libéré permettant les retrouvailles familiales, amicales ou associatives. Un temps qu'André Henry, ancien ministre socialiste du temps libre, qualifiait cet été, je cite, de temps choisi qui reste toujours une idée neuve. Tout à l'opposé, en somme, de cette société où le tout marchand l'emporte toujours sur l'humain. Voulons-nous une société où l'argent prime et opprime les plus faibles, ou une société d'émancipation des femmes et des hommes créateurs de richesses? Pour les sénatrices et sénateurs communistes, républicains et citoyens, le choix est clair, celui d'une société émancipatrice et offrant à nos jeunes un avenir de progrès. Monsieur le ministre, avez-vous renoncé, avec le gouvernement auquel vous appartenez, à ce modèle de société émancipatrice? Merci. Monsieur Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle, du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la Présidente. Vous m'interrogez sur la question du repos dominical, qui est un principe ancien et qui n'est pas issu de n'importe quoi, qui est issu de ces combats d'hommes et de femmes qui, il y a un siècle ou un peu plus, travaillaient 7 jours sur 7, sans qu'il y ait d'arrêt, travaillaient parfois jour et nuit, sans qu'il y ait de règles pour fixer ce qui doit être naturellement le rôle de la loi, les limites à une loi qui était la loi de la jungle. Le gouvernement est attaché au maintien du principe du repos dominical. Chez nous, c'est dominical. Ailleurs, ce sera un samedi, ailleurs, ce sera un vendredi. Mais il n'y a pas un pays en Europe qui dise 7 jours sur 7, on travaille et on a le droit de travailler. Il y a toujours un jour de repos dans la semaine, nous y tenons. Deuxième chose, mesdames et messieurs les sénateurs, si je devais vous demander votre avis, je pense que j'aurais du mal à obtenir un avis convergent. Mais, Madame la Présidente,
Ce que je constate, ce que vous constatez, c'est d'abord une chose. C'est beaucoup en région parisienne que le problème est posé. Parce qu'en région parisienne, c'est vrai qu'il y a aussi des conditions. Peut-être faut-il lutter ensemble contre ces conditions particulières. Lorsque vous avez passé 1h30 le matin en transport, 1h30 le soir en transport, il vous reste peu de temps, contrairement à ce qui peut se passer dans l'Isère ou à Argenton-sur-Creuse, pour faire vos propres courses. Deuxième chose, il y a un énorme désordre aujourd'hui. Ce désordre, il a été créé par une loi, la loi Maillet de 2009, qui, croyait-il, vous permettrait d'ouvrir mieux, mais il ouvre sans ouvrir, il ouvre dans le désordre. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, ce sont des décisions de justice qui constatent le caractère totalement inapplicable, de manière ordonnée, d'une loi qui est une mauvaise loi, une mauvaise législation. Il nous faut remettre de l'ordre dans un désordre qui a été créé par une loi votée par cette partie-là de l'hémicycle. Oui, nous allons remettre de l'ordre. Et nous allons le faire par la concertation. Nous avons demandé à une personnalité de travailler, mais de travailler vite, en l'espace de 2 mois, pour entendre les différents partenaires syndicaux, patronaux, locaux, et trouver une solution, proposer une solution. Ensuite, le gouvernement prendra sa responsabilité. Si le Parlement doit être saisi, il le sera. Et je pense que c'est par la concertation aussi que nous ferons en sorte qu'une des plus graves inégalités soit combattue. Il y a des salariés qui travaillent le dimanche et qui sont payés double. Et il y a les mêmes salariés dans d'autres entreprises qui travaillent le dimanche et qui sont payés comme le reste du temps. Là aussi, il y a une inégalité contre laquelle nous lutterons. Merci. La parole à Monsieur François Grosdidier pour le groupe UMP. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. Il est absent comme Monsieur Montebourg. Courage, Fillon. Il y a 2 semaines à Matignon, il a signé avec le président de la région Lorraine le pacte lorrain. Un contrat illégal parce que non approuvé par le Conseil régional, un contrat banal avec 150 millions d'euros. Cela représente seulement 4% des 3,5 milliards annoncés 5 jours plus tôt par le président de la République pour une nouvelle France industrielle. 4%, c'est la part de la Lorraine dans la population française, c'est le droit commun, pas 1 euro de plus pour la Lorraine. Il n'y a que l'emballage qui change, il a mis en scène un non-événement. L'acte 2 de cette pièce, jouée avec plus de brio encore la semaine dernière à Florange, c'est la réconciliation entre le président de la République et le leader charismatique de la CFDT. Il mérite 2 Césars ou 2 Oscars ou 2 Molières. Réconciliation concertée et théâtrale. Édouard Martin, viril. Nous nous sommes expliqués d'homme à homme. François Hollande, touchant. Nous nous sommes parlé les yeux dans les yeux. Pourtant, 1 an après sa trahison et la fermeture des hauts fourneaux de Florange, le président n'a toujours pas expliqué son incompréhensible refus du plan de reprise parfaitement viable de Bernard Serin avec 500 millions d'euros sur la table. Et qu'a-t-il proposé à la place des hauts fourneaux et des 600 suppressions d'emplois? Un gadget, une plateforme de recherche publique pour 20 millions d'euros auquel pourrait, sous condition, s'ajouter 30 millions d'euros à partir de 2015. Il a dit que dans ce nouveau centre, nous trouverons demain les brevets qui permettront après-demain de rebâtir une nouvelle sidérurgie lorraine. Pour 20 millions d'euros, vous payez des bâtiments, pas les équipements et encore moins les chercheurs. C'est ridicule. Il existe déjà à 10 km de la Mézières-le-Metz Arcelor Research. C'est la NASA de la sidérurgie, le plus important centre de recherche sidérurgique au monde. Il vaut des milliards d'euros, il emploie 800 personnes, un budget annuel de plus de 100 millions d'euros. Cette recherche privée est déjà fédérée à la recherche publique en Lorraine, au sein de l'IRT du pôle de compétitivité. Alors 50 millions d'euros sur l'IRT auraient pu avoir un sens. Alors 3 questions. Pourquoi avez-vous, il y a 1 an, refusé le plan de reprise des hauts fourneaux? Deuxièmement, croyez-vous sincèrement qu'on va découvrir dans ce centre gadget ce que l'on n'aurait pas découvert dans les centres de recherche qui existent déjà? Et troisièmement, croyez-vous sérieusement que vous pouvez contraindre quiconque à exploiter en Lorraine des brevets parce qu'ils auraient été trouvés en Lorraine? Merci. Madame Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur François Grosdidier, nous allons parler recherche et innovation
et emplois créés grâce à la recherche et à l'innovation. Il est donc légitime que ce soit la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui s'exprime, au nom du gouvernement. Alors la Lorraine est une région industrielle, je pourrais presque dire était une région industrielle. Elle a gardé sa culture industrielle, mais malheureusement, son industrie a été fragilisée par le manque d'investissement au cours de la dernière décennie dans l'innovation née de la recherche publique. C'est la région qui a été le plus fragilisée au cours de ces 10 dernières années et qui a perdu le plus d'emplois industriels. Je rappelle qu'au niveau national, nous en avons perdu 750 000 par manque de montée en gamme et par manque d'investissement amont. L'investissement public comme privé dans la recherche, public comme privé, Monsieur Grosdidier, se devait donc d'être relancé. Et les sénateurs Gisèle Prince et Jean-Marc Todeschini, que je salue, connaissent bien la situation, aussi bien si ce n'est mieux que vous. Le président de la République, François Hollande, et le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, ont donc pris toutes leurs responsabilités aux côtés de leurs 2 ministres opérationnels, Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, et moi-même pour l'enseignement supérieur et la recherche, car il s'agit bien de formation et d'investissement dans la recherche. Un plan ambitieux de recherche publique et privée. C'est démodé et c'est terminé l'époque où on opposait recherche publique et privée. On travaille ensemble maintenant, chacun dans sa mission. Un grand plan de plus de 300 millions d'euros a été lancé avec plusieurs volets. Un volet qui effectivement est un sous-ensemble du centre de recherche ArcelorMittal et qui travaille avec les laboratoires publics et en particulier avec la plateforme du CEATech qui existe déjà avec succès dans 6 villes en France, dans 6 métropoles. Il y a un autre projet qui élargit le projet existant, le projet LIS, qui veut fournir effectivement des métaux, qui est utile pour la métallurgie et qui réduit l'impact carbone. Et vous devriez le connaître, je crois. C'est la suite du projet ULCOS que vous avez un peu raté. Il y a également une grande plateforme technologique qui va rassembler tout cela. Et tout cela est convenu dans un grand accord signé entre la région et l'État. Je rappelle que ces 300 millions d'euros vont constituer un levier de 1,5 milliard d'euros d'investissements publics et privés et que de votre côté, Nicolas Sarkozy, qui s'est rendu une seule fois, contrairement à ses promesses en Lorraine, s'était engagé en faveur d'un investissement de 17 millions d'euros dont pas 1 euro n'a été investi. Nous n'avons pas de leçons à recevoir et nous jouons l'avenir de la Lorraine, un avenir industriel, un avenir d'une industrie porteuse et pas d'une industrie comme celle que vous avez condamnée. Merci. La parole est à Madame Bernadette Bourzet pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le ministre, vous avez accompagné hier le Président de la République à Cournon d'Auvergne au sommet de l'élevage, grand rendez-vous européen des professionnels et l'une des plus belles vitrines de la diversité de notre agriculture, de ses productions et de ses territoires. Votre déplacement correspondait à un moment clé où l'État doit prendre des décisions quant à la mise en œuvre de la PAC en France, nouvelle étape après les avancées notables que vous avez obtenues au niveau européen. Car nous le savons bien, c'est grâce aux efforts du Président de la République et aux vôtres que nous avons pu sauvegarder l'essentiel, à savoir un accord européen garantissant globalement le budget agricole de la France, car la tendance du gouvernement précédent était plutôt de le laisser aller à la baisse. Et tout cela en amorçant une nouvelle approche de la PAC à travers les paiements redistributifs, le recouplage des aides ou encore la mise en place du verdissement. Certes, si cette PAC n'est pas révolutionnaire dans son fonctionnement, elle est néanmoins novatrice dans les possibilités qu'elle offre, en permettant à chaque État membre d'utiliser ses outils pour mettre en œuvre sa politique agricole commune. C'est pourquoi sa transcription suscite des attentes fortes, en particulier chez les éleveurs, qui attendent avec espoir vos arbitrages. En effet, le secteur de l'élevage traverse depuis plusieurs années des difficultés structurelles, résultat de la dérégulation totale qui a prévalu ces 10 dernières années. L'élevage a perdu en 10 ans de 15 à 25% de ses productions, selon les secteurs, et c'est un constat que nous avons fait avec la filière viande très récemment. Le Président de la République l'a rappelé hier, quand la production de l'élevage recule, c'est toute une filière qui s'effondre et c'est la ruralité qui est menacée dans ses fondements. Depuis que vous êtes aux responsabilités, vous avez, Monsieur le Ministre, choisi d'œuvrer pour une PAC plus juste, dont la priorité est une redistribution en faveur de l'élevage et de l'emploi, ce dont je ne peux que me féliciter. Hier, à Cournon, le Président a montré sa détermination à sauver l'élevage, sans pour autant déséquilibrer les autres exploitations,
et a annoncé les redistributions des aides de la PAC. J'y étais et j'ai pu mesurer à la fin de son intervention les applaudissements très nourris d'un public qui, à son arrivée, était pourtant grave, car inquiet. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous indiquer les mesures qui permettront d'améliorer la situation de l'élevage sans pour autant mettre en danger les autres secteurs agricoles? Je vous remercie. Merci. Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, de la Forêt. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, vous avez évoqué plusieurs choses, à la fois la négociation sur la politique agricole commune et les conséquences que le Président de la République en a tirées pour ce qui est de l'application de cette politique agricole commune à la France. Il y a un an était engagé un débat à l'échelle européenne, à la fois sur les perspectives financières pour le budget de l'Europe. Et vous l'avez rappelé, ces perspectives financières, telles qu'elles étaient prévues, ne laissaient pas augurer grand-chose de bon pour ce qui était du budget de la politique agricole commune. La négociation qui a été conduite a permis, en particulier par l'implication de la France et du Président de la République, de garantir un budget pour toute l'Europe d'ailleurs, et toute la politique agricole, et faire en sorte qu'on maintienne le budget pour ce qui concerne la politique agricole française. Après, a été négociée durant une année une politique agricole commune qui avait des objectifs qui avaient été fixés avant. J'appelle et je rappelle à chacun l'engagement qui avait été pris en 2003 à Luxembourg. Découplage total des aides et convergence de la totalité des aides vers la même aide à l'hectare partout en Europe. C'était ça l'objectif qui avait été fixé par l'Europe et par les gouvernements européens en 2003 à Luxembourg. Dès 2008, dans les débats qui ont eu lieu sur le bilan de santé, l'objectif qu'on s'est fixé, c'était de redresser cette ligne pour offrir des perspectives, en particulier sur la question du couplage des aides, pour considérer que aider une production, c'était important, en particulier pour l'élevage. Dans toutes les négociations qui ont été conduites, la position de la France a été claire et elle a entraîné de nombreux pays avec elle. Le constat est celui-là, à la fois sur la question de la convergence et sur la question du couplage. Nous sommes passés d'une proposition de 10% à 13%, voire à 15%, puisqu'y sont intégrés les protéagineux et les légumineuses pour l'autonomie fourragère. Alors que, je le rappelle, en 2003, c'était la disparition. Ensuite, sur le deuxième pilier, la négociation du Président de la République a permis de revaloriser les aides du deuxième pilier. L'objectif qui avait été fixé pendant la campagne présidentielle, c'était de fixer des priorités pour l'agriculture. La première, le soutien à l'élevage. Et ici, dans tous ces bancs, j'ai suffisamment participé à des débats pour savoir ce qui était dit sur la question de l'élevage. Priorité à l'élevage, prise en compte de l'emploi dans l'agriculture et verdissement, puisque nous avons un défi à relever sur économie et environnement. Le Président de la République a arbitré. Ces choses-là ont été dites. C'est 1 milliard d'euros en fin de période qui sera transféré vers l'élevage. Avec les paiements redistributifs et les premiers hectares, c'est l'emploi qui sera pris en compte, en même temps que, globalement, sera garanti l'équilibre de l'ensemble de notre agriculture. Merci. La parole à Jean-François Husson pour le groupe UMP. Ma question s'adresse à Monsieur Sapin. Après le bug, la fiabilité des chiffres en question titrait un grand quotidien régional il y a quelques jours. En effet, après avoir annoncé une baisse de près de 50 000 chômeurs en août, au sujet de laquelle vous aviez déclaré réfuter toute aberration statistique, je vous cite, vous avez été contraint de reconnaître l'erreur en constatant qu'elle était en fait de 25 000. Vous êtes tellement obnubilé par cette promesse présidentielle de voir la courbe du chômage s'inverser avant la fin 2013, qu'on vous sent paralysé pour agir. Vos ondes de conviction auraient-elles perturbé le réseau SFR? Même si j'ai bien conscience que le sujet est trop grave pour le traiter par la dérision, trop grave pour accepter l'impression que la réalité est voilée, trop grave pour souscrire à l'idée d'une quelconque manipulation, qui pourtant doit-on croire aujourd'hui? Et que doit-on croire? Car je veux rappeler que depuis votre arrivée au gouvernement, les chiffres du chômage n'ont cessé d'augmenter au rythme de près de 30 000 chômeurs supplémentaires chaque mois. Comme moi, vous savez que l'UNEDIC estime que le chômage continuera d'augmenter en 2014. Dans ce contexte,
où le combat pour l'emploi doit être notre première priorité, nous ne voyons ni cap, ni stratégie, ni cohérence d'action, et les Français sont inquiets et doutent. Ils doutent parce qu'ils sentent chez vous comme un aveu d'impuissance à attendre la fin 2013 pour voir un hypothétique retournement de tendance de la courbe du chômage. Ils doutent que vous mettiez en place, dans le secteur productif et avec les entreprises de toute taille, les conditions et les dispositifs permettant d'endiguer la montée du chômage. Ils doutent encore quand ils constatent que vous avez une nouvelle fois et aveuglément privilégié les multiples hausses de taxes et d'impôts, chez les particuliers comme dans les entreprises, entravant par là même leur capacité à embaucher. Ballottés de bugs en couac, qui créent doute et angoisse pour l'avenir, nos concitoyens ont plus que jamais besoin que soit clairement affirmé un cap pour l'emploi afin de retrouver espoir et confiance. Monsieur le ministre, pouvez-vous essayer de nous expliquer, sans invoquer la gestion d'hier comme vous le faites si souvent, quelle est aujourd'hui la stratégie de votre gouvernement pour combattre le chômage? Et quelles sont les conditions mises en œuvre pour favoriser le maintien et la création d'emplois, notamment dans le secteur productif, emplois, je le rappelle, non financés par la dette comme peuvent l'être les emplois aidés? Merci. Monsieur Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs et sénatrices. Et je vous appelle monsieur le sénateur. Sur un sujet aussi sérieux que celui-ci, je pense qu'il vaudrait mieux éviter les effets de caricature ou de polémiques inutiles. Ne serait-ce que, pardon de faire allusion à cela, parce que le chômage augmente chaque mois, sauf le mois d'août dernier, j'y reviendrai, depuis 5 ans. Et qu'on peut comprendre que les Français, face à ce chômage qui chaque mois frappe plus encore, il y ait une incrédulité, une forme d'absence de confiance dans les politiques menées par les uns et par les autres. La confiance revient, monsieur le sénateur, et je vais vous dire pourquoi. Mais je veux d'abord répondre à ce que vous avez appelé vous-même le bug de SFR. Puis-je vous faire l'aveu que c'est le genre d'incident dont un ministre du Travail se passerait volontiers. Pour quelle raison? Parce que sur un sujet aussi important que celui-ci, et Madame de Brossia, j'ai regardé le passé et j'ai vu... Brancassia, pardon. J'ai regardé le passé et j'ai vu que malheureusement, y compris pour d'autres ministres du Travail, ça n'était pas la première fois. Je souhaite que ce soit la dernière fois, car sur des sujets aussi sensibles, aussi nécessaires au jugement objectif des uns et des autres, de l'opposition comme de la majorité, et particulièrement des Français, je ne veux pas que des chiffres soient discutables, soupçonnables, comme ils ont pu l'être par le passé, ou comme, et j'en ai fait la remarque immédiatement, ils ont pu l'être pour le mois d'août. Donc, j'ai demandé la clarté, j'ai obtenu la clarté, les responsabilités sont établies et la correction a été faite. Et monsieur le sénateur, que fait apparaître cette correction? Elle fait apparaître que pour la première fois depuis 27 mois, il y a eu une baisse du nombre des chômeurs au mois d'août. Vous auriez dû commencer par cela. Vous auriez dû commencer par dire que pour la première fois, les Français ont vu le nombre des chômeurs diminuer et que pour le 4e mois consécutif, le nombre des chômeurs de moins de 25 ans a diminué 4 mois consécutifs. Ça fait une tendance, ça fait une courbe et ça fait une cohérence. C'est la cohérence de notre politique. Oui, nous avons mobilisé à la fois les moyens de redonner du muscle à l'économie française, mais nous avons mobilisé les politiques de l'emploi de manière intelligente. Le chômage recule, ça n'est pas encore l'inversion. Un mois ne fait pas une inversion, mais cette bataille, nous la gagnerons et à la fin de cette année, l'inversion de la courbe du chômage sera une réalité et j'espère que vous en réjouirez. Merci. La parole est à monsieur Jacques Cornano pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question est à monsieur le ministre de l'Intérieur. 37, c'est le nombre d'homicides dans le département de la Guadeloupe depuis le début de l'année. C'est un taux de mortalité qui nous donne le vertige et qui interpelle au quotidien nos populations. C'est 2 fois plus qu'à Marseille et en Corse, et ce, dans la quasi-indifférence des pouvoirs publics. La police et la gendarmerie dans le département de la Guadeloupe ont enregistré cette année
une augmentation très inquiétante du nombre de faits constatés d'atteinte volontaire à l'intégrité physique. Notre société est en perte de valeurs traditionnelles, comme beaucoup d'autres qui subissent les effets pervers de la mondialisation. La Guadeloupe subit aujourd'hui une recrudescence de l'immigration clandestine, une hausse inquiétante de la criminalité et de la délinquance. L'archipel est aujourd'hui en proie au trafic en tout genre. Les armes y circulent librement et impunément. Ces phénomènes sont les conséquences notamment de la diminution de l'effectif douanier, 342 en 2007, 255 en 2013, de la suppression de la police aéro-frontière d'un effectif d'agents par brigade très insuffisant, 7 à Port-Louis, 6 à Saint-François, 5 et bientôt 4 à Marie-Galante. L'insécurité est liée à la formation, à l'éducation et aussi au chômage. Fin juillet, le nombre de demandeurs d'emploi s'établissait à près de 68 000, dont 8 610 pour les moins de 25 ans et 38 510 entre 25 et 49 ans, soit 69,52%. En Martinique et en Guyane, le terrible constat est identique. Le sujet de l'insécurité doit donc être abordé dans sa globalité. C'est pourquoi il est urgent d'associer le ministre du Travail, de l'Éducation, de la Famille. La population demande du travail et il nous appartient de trouver les voies et les moyens pour créer de l'activité et donc des emplois dans des secteurs porteurs d'avenir, les énergies renouvelables, l'agrotransformation, les métiers de l'environnement, les métiers de la mer, le tourisme. D'ailleurs, parlant du tourisme, il est tout à fait illusoire d'envisager son développement durable dans de telles conditions d'insécurité. L'Association des maires guadeloupéens s'est réunie samedi dernier et des pistes ont été dégagées. Prendre des arrêtés municipaux établissant des couvre-feux pour les mineurs. Nous attendons des engagements forts de l'État, Monsieur le ministre. À quand le retour de la police aéro-frontière à Marie-Galante? Quels sont les moyens policiers et douaniers que vous envisagez pour remédier aux problèmes que nous rencontrons actuellement? Très bien, merci beaucoup. Monsieur Manuel Valls. Monsieur le sénateur Jacques Ornano, il n'y a pas de territoire oublié de la République, il ne peut pas y en avoir. La situation aux Antilles, notamment, dans les Outre-mer en général, même s'il y a des différences, est une préoccupation constante du gouvernement. Victorin Lurel, évidemment, s'en saisit dans toutes les dimensions que vous avez évoquées, notamment dans la deuxième partie de votre question. Le Premier ministre s'est rendu aux Antilles il y a quelques semaines. Beaucoup de ministres, d'ailleurs, s'y rendent. Et je serai moi-même sur ces questions de sécurité dans une quinzaine de jours. Vous le savez, nous allons nous rencontrer avant pour préparer ce déplacement en Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Martin. Il faut dire la vérité, vous l'avez d'ailleurs parfaitement décrite. La situation dans les Antilles est très difficile, particulièrement préoccupante. Et les crimes, les règlements de compte, les violences au sein des familles, en Guadeloupe comme à Saint-Martin, sont très préoccupantes avec des hausses tout à fait considérables. Nous avons mis en place depuis la fin du mois de juin 2013 un plan d'action conçu avec le ministre des Outre-mer, mis en œuvre en Guadeloupe et en Martinique, afin de faire reculer durablement les violences, les phénomènes de bande, les cambriolages. Les forces de l'ordre sont en train de se réorganiser. Il faut nous attaquer aux phénomènes et aux secteurs les plus criminogènes, lutter contre l'économie souterraine, qui joue un rôle tout à fait essentiel, et un groupe spécifique, d'ailleurs, a été créé pour lutter contre les bandes. Et de ce point de vue-là, il faut mobiliser tout le monde, l'État, bien sûr, c'est sa mission principale, les collectivités territoriales, mais également toute la société, car la seule réponse ne viendra pas que des pouvoirs publics, même si elle est tout à fait essentielle pour les raisons que vous rappeliez, mais il faut aussi, c'est vrai, que toute la société guadeloupéenne se mobilise. Le Premier ministre l'a annoncé, des renforts d'effectifs sont programmés à hauteur de 27 policiers pour la Guadeloupe, 25 pour la Martinique. Une zone de sécurité prioritaire est mise en place à Pointe-à-Pitre-les-Abîmes et une seconde sur les 5 quartiers de Fort-de-France. Là aussi, il s'agit
de mobiliser l'ensemble des forces. Mais je peux vous dire mon intention et l'occasion de ce déplacement nous permettra, je crois, d'aller encore plus loin pour être ensemble les plus efficaces face à cette violence. En tout cas, la métropole sait parfaitement ce qu'elle doit aux Antilles et notamment au département de la Guadeloupe. Merci. Monsieur Jean-Louis Masson pour les non-inscrits. La question est pour Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, étant sénateur non inscrit, je vote toujours librement en fonction de la qualité des textes et de l'intérêt général. Ainsi, j'ai soutenu à 100% le projet d'interdiction des cumuls abusifs de mandats, car j'estime que cette réforme contribuera à démocratiser et à moraliser la vie publique. Par contre, je tiens à vous faire part de ma profonde réprobation au sujet d'une autre orientation soutenue par le gouvernement. En l'espèce, le transfert obligatoire des compétences d'urbanisme des communes au profit des intercommunalités. Or, le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire le PLU, est un document fondamental car il permet aux communes de décider de leur avenir. Les communes sont déjà étranglées financièrement. Si en plus elles ne peuvent plus maîtriser leur développement, cela revient à les rayer de la carte. C'est d'autant plus grave que dans les intercommunalités, les pouvoirs sont souvent détenus par la ville-centre. De ce fait, les communes rurales périphériques risquent de se voir imposer des HLM de 10 étages ou des aires de stationnement pour nomades. Plus généralement, jusqu'à présent, les transferts de compétences au profit des intercommunalités se faisaient sur la base du volontarisme local. En édictant un transfert obligatoire et généralisé, on crée un dangereux précédent au détriment des communes. Monsieur le ministre, où est le respect de la démocratie locale? Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement veut la mort des communes? Merci. La parole à Madame Anne-Marie Escoffier, ministre chargée de la décentralisation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Masson, j'ai bien entendu votre inquiétude concernant les intercommunalités et les transferts de compétences qui pourraient intervenir. Je voudrais vous rassurer, rappeler simplement que depuis maintenant 20 ans, avec la loi Joxe en 1992, ensuite en 1999 avec la loi Chevènement, l'intercommunalité a été mise en place. Et aujourd'hui, je crois que de façon unanime, chacun en sent le bienfait. Parce que l'intercommunalité répond à 3 critères majeurs. Le premier, c'est répondre à un projet partagé entre les collectivités territoriales. C'est donc la volonté de travailler ensemble. Le deuxième, c'est maîtriser les dépenses. Et le troisième objectif, c'est l'efficacité au bénéfice du citoyen. Alors, j'entends bien les inquiétudes qui peuvent être les vôtres. Je voudrais vous rassurer, vous dire que dans le cadre du projet de loi de finances 2014, nous travaillons avec force et vigueur pour faire en sorte qu'il y ait une véritable péréquation qui puisse se mettre en place et permettre à nos collectivités territoriales, à nos communes, de continuer à œuvrer et à apporter sur le terrain pour les citoyens les services dont ils ont besoin. Merci mes chers collègues, nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 16h15 pour la suite du projet de loi de modernisation. Voilà donc pour cette séance des questions d'actualité que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. On se retrouve tout de suite avec nos invités pour refaire ensemble la séance. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat après la séance des questions d'actualité au gouvernement cet après-midi à la Haute Assemblée. Eh bien, nous revenons sur ces thèmes d'actualité ensemble avec nos invités. Nous allons parler travail du dimanche et travail la nuit, rythme scolaire et puis aussi le 55e anniversaire de notre Constitution de la Ve République. Nos 2 premiers invités sont Annie David, sénatrice communiste de l'Isère et présidente de la Commission des Affaires sociales. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis Jean Arthuis, sénateur centriste. Bonjour à vous. Bonjour. Merci également d'être sur ce plateau.